Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez un onglet Q&R, donc questions et réponses, qui vous permettra d'écrire vos questions. On essaiera d'en aborder un certain nombre à la fin de la présentation, peut-être pas toutes, parce que vous êtes censés être très nombreux, donc je ne pourrai peut-être pas répondre à tout le monde, mais on pourra continuer bien évidemment en privé par la suite si vous le souhaitez. Ce webinaire, c'est le premier d'une petite série de 5 dans laquelle nous souhaitons aborder pas mal de problématiques assez spécifiques. Donc l'idée, c'est pas de faire des choses généralistes, bien au contraire, il y a déjà plein de sources web, plein de blogs et de webinaires d'introduction à qu'est-ce que l'UX. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin sur des thématiques un peu plus pointues. Juste pour celui d'aujourd'hui, je me permettrai de faire une petite intro pour pas laisser sur le carreau ceux qui auraient vraiment des compétences très très limitées sur le sujet, mais ça me permettra d'introduire la notion de ROI. Donc il y aura une petite overview sur qu'est-ce que l'expérience utilisateur. Allez, c'est parti. Donc très rapidement, je ne peux pas vous demander de faire un tour de table pour savoir qui vous êtes. J'aurais très envie de le savoir, mais vous êtes plus de 40 connectés en ce moment, donc je ne peux pas me permettre de vous faire parler. Sinon, on va y passer la matinée. Très rapidement, qui je suis? Donc, je suis psychologue cogniticienne, docteur de recherche en eye tracking, donc en pistage de mouvement des yeux. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur des problématiques telles que la charge mentale, l'interaction en machine au sens large, les mouvements oculaires, bien évidemment, la recherche dans tout ce qui est facteur humain et expérience utilisateur. Et il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai cofondé un cabinet spécialisé qui ne s'occupe que de ça, qui ne s'occupe que d'expérience utilisateur, d'interaction machine, de facteurs humains, qui s'appelle Ludotique, qui est actif, qui a des bureaux en France et en Italie, et qui est actif sur toute l'Europe. De quoi s'occupe Ludotique? D'expérience utilisateur, justement, donc tout ce qu'on va vous raconter dans le cadre de ces webinaires sort de notre expérience concrète, de notre expérience terrain, même si on a un gros background universitaire, le but c'est de vous parler de choses concrètes. Et le ROI en fait partie. Le ROI, ce n'est pas forcément la tasse de thé des universitaires. Là, l'idée, c'est de vous parler de quelque chose de très chiffrable, de très concret, qui vous serve pour ceux qui sont dans l'UX ou ceux qui veulent se lancer dans l'UX ou ceux qui s'intéressent à l'UX, de comprendre ce que ça apporte, cette discipline, ce que ça coûte de mettre en place cette démarche et qu'est-ce que ça peut rapporter concrètement au sein d'un projet. Donc, quelques définitions, comme je vous le disais, c'est important de commencer par là pour poser des bases, pour pouvoir mieux introduire la notion de ROI, de retour sur investissement. On pourrait en parler pendant des heures, j'ai juste mis quelques planches qu'on utilise classiquement dans nos cours. Nous sommes également organisés de formation. On intervient dans l'informatique, bien évidemment, on est dans le milieu informatique depuis longtemps. Pourtant, on essaie de regarder les objets technologiques d'un autre angle, d'un autre point de vue, car quand on est dans la techno, on a tendance à se poser des questions de techno. Est-ce que ça marche? Comment ça va marcher? Est-ce que le code il est bien fait? Est-ce qu'on a choisi la bonne technologie? Est-ce qu'on a pris en compte toutes les contraintes techniques et technologiques du projet? Eh bien, nous, on regarde cette technologie d'un autre point de vue. On se demande ce que veulent les utilisateurs. Et quand on se pose cette question, on se rend compte que l'utilisateur ne cherche pas à acheter une technologie. L'utilisateur n'achète même pas un produit, à vrai dire. L'utilisateur achète l'expérience que ce produit lui permet de vivre. Une expérience de jeu, une expérience d'achat, une expérience de travail, une expérience de différentes natures. Donc quand on se dit que le cœur du problème, c'est l'expérience, ça nous fait basculer, ça nous fait changer le point de vue d'analyse des choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à la technologie, bien évidemment, c'est important qu'elle soit là et qu'elle fonctionne, qu'elle soit fiable, qu'elle soit stable, qu'elle soit robuste, etc. Mais ça nous donne un angle de vue qui est différent et qui met beaucoup plus en exergue l'importance de tout ce qui est facteur humain. En fait, du coup, il faudrait qu'on se dise que certes, le concepteur propose, mais le concepteur risque d'être un peu déçu de la réaction des utilisateurs. Donc là, on a mis quelques exemples classiques de ce qu'on constate dans des domaines qui ne sont même pas digitaux. Mais on a tous vu ce genre d'atrocité dans des jardins. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens ont d'autres objectifs et parfois, il y a un réel manque de compréhension de la part des concepteurs vis-à-vis des vrais besoins des utilisateurs. Là où il y a écrit design, c'est design au sens anglophone du terme. J'insiste bien sur ce terme. Quand on parle de design d'expérience, on parle de conception d'expérience et pas de design graphique.
Un designer d'expérience, donc un UX designer, n'est pas forcément un designer graphique, il n'est pas un artiste. C'est plutôt quelqu'un qui est là pour concevoir une expérience d'un point de vue des besoins, des aptitudes, des habitudes, des usages, des contraintes et des problèmes que l'utilisateur rencontre dans sa vie quotidienne, y compris se promener dans un parc. Donc, quand on voit des gens qui n'empruntent pas le chemin qui a été designé, qui a été conçu, c'est que probablement on a raté quelque chose et qu'il y a des besoins insatisfaits qui font que les gens cherchent des alternatives, parce que les gens sont loin d'être bornés ou stupides, ils s'inventent des alternatives pour atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est un petit peu la base de la discipline. Alors, comment on en est arrivé là, en fait j'ai fait une petite overview de l'évolution de l'informatique, vraiment très très courte. Hein. Normalement, dans les cours, on va beaucoup plus loin, mais c'est pour vous donner un aperçu de la trajectoire. Donc, je n'ai pas la boule de cristal, je ne peux pas vous dire de quoi l'avenir est fait. J'aimerais bien en ce moment, mais je peux vous montrer quelle est la trajectoire qu'on a empruntée, ne serait-ce que dans le digital. Donc là, vous voyez une interface métier, comme il y en a encore beaucoup sur le marché. J'ai souvent des clients qui, quand ils voient ça, disent « Ah, ben, ça ressemble à ce qu'on a ». Avec des écrans qui ne sont pas forcément très intuitifs, qui, dans un langage technique, on appelle des clicodromes, c'est-à-dire des écrans dans lesquels il faut cliquer, 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 cliquer et cliquer pour ne serait-ce qu'arriver à saisir un code postal. Parce que là, vous avez 7 fenêtres modales imbriquées les unes dans les autres pour saisir le code postal de Toulouse. Peut mieux faire. Mais pendant des dizaines d'années, l'informatique a été faite de ce genre de choses et personne ne s'en plaignait. Personne ne se plaignait également du design, au sens graphique, cette fois-ci du terme, de la beauté des interfaces. J'ai choisi cet exemple que j'affectionne beaucoup, parce que anglais-facile.com est un mastodonte du e-learning des cours d'anglais. C'est vraiment un site qui fournit des contenus d'excellente qualité. Pourtant, sauf s'ils ont changé très récemment leur interface, jusqu'à encore il y a quelques temps, ça ressemblait à ça. Et là, on voit bien que souvent, l'utilisateur, y compris vous-même, hein, parce qu'on est tous des utilisateurs potentiels, l'utilisateur souvent mélange l'aspect et le contenu. Il mélange la beauté et la qualité du contenu. Ce site-là ne nous donne pas spécialement envie. Il a l'air d'être bricolé, il a l'air d'être pas sérieux, il a l'air d'être amateur, alors que les contenus d'anglais sont plus que sérieux. Et évidemment, il n'y a aucune corrélation entre la qualité graphique et la qualité des compétences du professeur d'anglais qui est derrière le site. Disons qu'un site comme celui-ci, qui pourtant a fait des millions d'utilisateurs par mois en ces années les plus fastes, donc ce site aurait pu sûrement faire encore plus de chiffre d'affaires avec une interface un peu plus attrayante, un peu plus rassurante, un peu plus sexy, un peu plus adaptée ne serait-ce qu'aux tendances graphiques du moment. Et parlons très rapidement du mobile, là aussi on pourra en parler pendant très 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 longtemps. On a mis juste quelques exemples, notamment l'exemple de gauche. C'est ce qu'on appelait jusqu'à 2007 un smartphone. Ça peut vous paraître bizarre parce qu'aujourd'hui on n'appelle pas du tout ça un smartphone, pas un BlackBerry. Pourtant c'était un smartphone qui était plus phone que smart, dans le sens que ça servait à téléphoner et pas forcément à faire autre chose parce que ça donnait absolument pas envie de jouer à des jeux ou de répondre à des messages ou flâner sur le web en attendant son bus. Et là aussi, personne ne s'en plaignait. Parce qu'on avait l'impression que l'informatique, c'était obligatoirement quelque chose de ce type-là. Et puis, en 2007, une révolution s'est produite, une révolution à plusieurs niveaux. Là aussi, on pourrait en parler en long et en large pendant un moment. On a résumé les points principaux de ce changement de perspective, hein, de ce changement de paradigme que l'iPhone a été et que l'iPad a été en 2010. Steve Jobs, il s'amène avec un objet qui n'a qu'un bouton. Vous venez de le voir, dans les objets précédents, c'était la course à celui qui a encasé le plus. Il fallait mettre le plus de boutons pour être le plus fort. Et lui, il arrive avec une interface qui a un seul bouton. On pouvait penser qu'il se trompait, qu'il n'avait rien compris ou qu'il avait encore beaucoup de marge avant de rattraper les autres, mais pas du tout. Il a bien compris que dans la tête de l'utilisateur, chaque bouton, c'est un effort. Chaque bouton représente un choix et du coup une charge mentale. Il y aura un webinaire qui sera consacré à la charge mentale, le troisième. On reparlera largement de ça. Bref, le fait d'avoir un seul bouton, ça simplifie la vie à l'utilisateur. Donc l'interaction s'en retrouve beaucoup plus aisée, beaucoup plus rapide et simplifiée. Les choix graphiques de l'époque étaient très futés aussi, très malins. Je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que le skeuomorphisme, mais regardez ces icônes.
elles sont faites pour être super faciles à comprendre. Si vous regardez l'icône de l'appareil photo, donc camera, elle représente un objectif, on voit les reflets du verre de l'appareil photo. Et c'était comme ça pour la plupart des icônes classiques, hein, donc la calculette, l'agenda, etc., le bloc-notes, ce qui fait que les gens reconnaissaient des objets de leur vie. Quand on reconnaît, la reconnaissance nous coûte moins cher que l'apprentissage. Quand on reconnaît, on est plus heureux, on est plus content, on va plus vite. De plus, on peut faire un lien avec la charge mentale dont on reparlera prochainement. Bref, c'est quelque chose qui met les gens plus à l'aise et qui leur donne envie de découvrir cet objet qui était pourtant un ovni. Aucun téléphone de ce type n'existait sur le marché à l'époque. En plus, le design était très soigné. Il y a eu un vrai investissement au niveau recherche graphique à cette époque, alors que la plupart des constructeurs d'objets technologiques pensaient que l'important, c'était que ça marche, que la technologie fonctionne, et non pas qu'elle soit jolie. On pensait fonctionnel et on ne pensait pas esthétique. Alors que les gens, comme je viens de le dire tout à l'heure, mélangent beaucoup le fonctionnel et l'esthétique. Quelque chose qui marche doit aussi être beau, et quelque chose qui est beau doit marcher. Parce que si c'est beau, c'est que c'est top, donc ça va le faire, ça va fonctionner. Donc eux, ils avaient bien compris ça, et ils ont fait en sorte que le design soit vraiment léché dans les moindres détails. La pub de l'iPad, donc sortie en 2010, je ne sais pas si vous vous en souvenez, disait déjà à l'époque, il y a une application à peu près pour tout. Donc une fois de plus, ils n'ont pas insisté sur la technologie, sur les prouesses de faire un écran tactile. D'ailleurs, ce n'est pas Apple qui a inventé les écrans tactiles, ni le smartphone en tant que terme. Le terme smartphone existait auparavant. Ils ont juste identifié des usages, des besoins, voire ils ont créé des besoins chez l'utilisateur qui ont fait que tout le monde s'est rué sur cet objet. Parce qu'on a découvert que ça répondait à des attentes qu'on avait ou qu'on ne savait pas qu'on avait quelque part, qui étaient des besoins de jouer, des besoins de s'informer, des besoins de rester connecté, etc., etc. Ce sont les besoins qui, aujourd'hui, nous distinguent tous, hein, plus de 10 ans après. Et petit détail, et ça pourra faire l'objet éventuellement d'un webinaire sur l'expérience client, la problématique du prix. Cet objet s'est positionné sur le créneau du luxe. C'est un objet volontairement très cher, un petit peu au-dessus des moyens de n'importe quel Américain, et c'était fait exprès pour que ça donne envie. Parce qu'un objet cher devient un statut symbole. Donc j'achète cet objet parce qu'il me représente. Donc si cet objet est cher, c'est que je le vaux bien. Donc c'était quelque chose de stratégiquement intelligent de la part d'Apple de se positionner cher. Ils ont vendu, à mon sens, plus de produits avec ce positionnement-là que s'ils avaient proposé cet objet d'une façon totalement accessible aux commandes des mortels. Donc là, on a vraiment un changement de paradigme qui passe de quelque chose de centré uniquement sur le fonctionnel, bien que, évidemment, cet objet répondait à des besoins fonctionnels, mais on va vers un objet qui nous embarque, qui nous fait rêver, qui nous amène dans un monde où tout est simple, où tout est beau, où tout vient à nous spontanément. Et ça a changé beaucoup la mentalité de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de sociétés dans l'informatique. Nous, Ludotique, on existait déjà en 2007. Ben, après l'arrivée de l'iPhone et de l'iPad en 2010, on a commencé vraiment à avoir des coups de fil de personnes paniquées qui nous disaient nos utilisateurs ne veulent plus de nos produits. Ils nous disent que c'est pas assez beau, que c'est pas assez joli, que c'est pas assez sexy, que c'est pas assez bien fait. Alors que nous, on ne produit pas des smartphones. Nous, on est dans l'industrie, nous, on est dans, je sais pas moi, dans la défense. Hein. Beaucoup de coups de fil de personnes dans des domaines clairement très éloignés de la beauté, de l'esthétique, qui pourtant se retrouvaient confrontés à ce genre de problématiques. Donc, l'arrivée de ces objets sur le marché a fait prendre conscience aux gens de l'importance de l'expérience utilisateur. Et pour terminer cette petite overview, un petit schéma qui fait beaucoup rire les chefs de projet dans l'informatique. Souvent en informatique, on a tendance à partir sur des usines à gaz, parce qu'on veut que notre logiciel il fasse papa maman. Au lancement, on se rend compte qu'au final, on n'arrivera pas, on dégrade au fur et à mesure que le projet avance nos attentes et nos objectifs, parce qu'il y a des contraintes qui se présentent à nous qui font qu'on dégrade, mais c'est surtout la troisième partie, la troisième vignette qui m'intéresse. Si on s'était intéressé dès le départ à qu'est-ce que l'utilisateur voulait, on se serait rendu compte que l'usine à gaz, c'était pas ça, quoi. Il n'avait absolument pas besoin de ce qu'on croyait qu'il avait besoin.
Donc, une fois de plus, j'en reviens au fait de changer, la nécessité de changer la façon de penser les produits. Au lieu de penser à ce qui nous fait plaisir à nous en tant que concepteurs, il faut penser à ce qui est le besoin de la personne qui, in fine, va se servir de cet objet. Donc, avec toutes ces réflexions, on est arrivé à définir une discipline qu'aujourd'hui on appelle l'expérience utilisateur. Il y a 36 000 facettes et 36 000 schémas qui existent dans le métier. De plus, le but, c'est pas de faire tout l'historique, mais plutôt de parler des ROI. Ça, c'est un schéma de Morville qui montre 7 dimensions de l'expérience utilisateur. Donc, vous pourriez approfondir par vous-même, c'est juste pour vous dire que c'est relativement riche, faire en sorte qu'un produit permette de vivre une expérience adéquate. C'est loin d'être évident, donc ça implique une dépense certaine, dont on va reparler. Et ce schéma-là aussi montre que, en fait, pour arriver à produire une surface de l'iceberg, qui va être l'interface, que ce soit une interface graphique, vocale ou gestuelle, on aura à un moment donné une interface qui va permettre une interaction machine. Pour arriver à produire cette interface, il y a toute une méthodologie sous-jacente qui commence par la compréhension de l'utilisateur, la compréhension de ses attentes, la compréhension de ses besoins. Et si on ne commence pas par le bas de ce schéma, si on ne commence pas par les bases, par ces fondamentaux-là, on risque de se prendre un joli iceberg. Et il y a plein de projets informatiques qui s'en sont pris pas mal, indépendamment même du budget global du projet en question. Donc c'est bien le but de mon propos d'aujourd'hui, c'est de vous parler de ces icebergs qui peuvent couler en Titanic. Allons-y, donc à partir de cette overview de définition, voyons ce que ça implique concrètement de faire de l'UX et ce que ça implique de ne pas en faire surtout. Qu'est-ce qui se passe si on décide de refaire par exemple une application sans prendre en compte les utilisateurs finaux? Alors j'ai un très joli exemple, donc nous n'avons pas travaillé sur ce projet-là, mais je le connais assez bien en tant qu'utilisateur et puis pour avoir discuté avec les gens qui ont participé. C'est l'exemple de l'application Météo France. Donc, on est dans la chose la plus banale du monde, la météo. Tout le monde a envie de savoir le temps qu'il va faire demain. Du coup, c'est une des applications les plus téléchargées, les plus utilisées, notamment quand on s'appelle Météo France. Jusqu'à 2010, l'application Météo France ressemblait à ça. Elle était déjà démodée en termes de design, mais elle faisait l'affaire. Elle faisait ce qu'elle devait faire. On avait une carte de France, on avait une overview générale de la météo, et puis on pouvait naviguer soit avec le menu déroulant, soit avec les petits points pour ceux qui utilisent le swipe. On avait 2 moyens différents pour changer le jour et l'heure, pour accéder à la météo de demain matin, par exemple. Donc rien de folichon au niveau design, mais une application qui, fonctionnellement parlant, fonctionnait assez bien. Eh bien, en 2013, Météo France a eu la lumineuse idée de refaire son application, refaire carrément toute sa charte graphique et sa communication visuelle. Le logo a été relifté au passage. Donc là, clairement, on passe sur du flat design, qui était la tendance graphique du moment. On a quelque chose de bien plus agréable à regarder, ça c'est indéniable. Même aujourd'hui, on pourrait considérer cette interface bien plus moderne et plus jolie que la précédente, même si on a encore changé un petit peu les tendances graphiques. Néanmoins, cette application posait d'énormes, mais vraiment énormes soucis d'ergonomie, d'utilisabilité, d'interaction en machine. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je vais vous en citer uniquement 2. Donc, on avait une double navigation verticale et horizontale. Une faisait l'heure, l'autre faisait le jour, mais on ne sait pas laquelle fait l'heure, laquelle fait le jour, donc on est obligé de commencer à swiper à droite et à gauche pour essayer de comprendre comment consulter la météo de demain après-midi, par exemple. Et pire encore, on a ce bouton central qui a l'air d'être sélectionné. Donc, on a l'impression qu'on arrive sur le 3e. Là, c'est l'application telle qu'on rentre. On rentre dans l'application, on se retrouve sur cet écran. Donc, on a l'impression qu'on est dans le 3e écran. Pourquoi le 3e et pas le premier? Soit, c'est comme ça, on est dans le 3e. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'était un toggle, c'est-à-dire un bouton qui affichait 2 écrans différents. Donc, on pouvait réappuyer dessus plusieurs fois et changer le contenu de l'écran. Et l'écran en question, ce n'était pas celui-ci. Cet écran-là n'était pas raccroché à l'architecture d'information principale. Donc, une fois qu'on le quittait, on ne pouvait pas y revenir en utilisant les tables. Ça, c'est des erreurs, mais monumentales d'ergonomie. Monumentales. Et la preuve de ces erreurs, ce sont les notes publiées sur le store le lendemain de la sortie de cette version. Donc, on est juste à 1 jour et demi après la mise en ligne. Et on a 725 notes. Donc, la moyenne est de 1,3, 1,4.
sachant que la première étoile est donnée par acquis. Donc, si on enlève la première étoile, on a vraiment une note minable, avec des commentaires plus que désobligeants. L'application est plus jolie mais nulle. Je trouve la navigation plus du tout intuitive. Tout est beaucoup plus compliqué. Mort de rire, franchement, l'idiot qui a pondu cette actualisation de l'ergonomie devrait être licencié sur le champ. Et ainsi de suite pendant 725 notes. Donc, il est bien clair que l'application, la refonte de l'application avait nécessité du budget, ça se voit, au niveau graphisme, il y avait forcément eu des efforts et un budget à la clé, mais un designer graphique n'est pas un UX designer, et il aurait suffi de tester 5 minutes cette app pour se rendre compte qu'il y avait des sérieux soucis de prise en main, de compréhension, de navigation, bref, des problèmes d'ergonomie qu'on aurait pu éviter. Donc ça engendrait une refonte à la va-vite, qui a dû se faire par plusieurs étapes et qui a forcément coûté de l'argent qui aurait pu être économisé. Donc certes, on peut parler du retour sur investissement au sens de combien on va gagner en plus, combien on va économiser, quel avantage on va tirer d'une approche UX. On peut regarder aussi les dégâts d'une UX qui n'est pas prise en compte et d'une déception qu'on crée chez notre public. Donc, quand on s'appelle Météo France, on a forcément les moyens de se rattraper. Mais un petit acteur du marché qui sort sur le store avec une moyenne de 1,3, il ne se relèvera jamais. Donc, il y a un vrai danger aujourd'hui à ne pas prendre en compte l'UX. Du coup, la question est-ce que l'UX en vaut la peine? Je pense que la réponse est clairement oui. Donc là, j'ai mis dans les prochaines diapos des extraits d'une grosse infographie dont vous avez le lien ici. Qui est très riche et très intéressante et très bien documentée, qui explique l'intérêt de faire de l'UX à différents niveaux, à différents moments, en donnant des chiffres issus de vraies études quantitatives. Donc le but, c'est pas de regarder tout ça en détail, hein. De toute façon, vous pourrez consulter l'infographie par la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette diapo-là? Par exemple, que plus tôt on s'y prend, moins ça va coûter de faire bien les choses. C'est une évidence, parce qu'au début, on a toutes les options qui s'offrent à nous en termes d'interface. Des onglets ne vont pas coûter plus cher qu'un menu déroulant. Un menu déroulant ne va pas coûter plus cher qu'un accordéon. Bref, toutes les options sont là. Alors qu'à la fin du cycle, corriger des choses qui ont été mal faites, ça coûtait évidemment très très cher. Autre stat sur laquelle on peut passer assez vite, 50% du temps du dev peut être économisé en fournissant aux développeurs des specs, des prérequis, des maquettes, bref, quelque chose qui va éviter de faire et défaire un travail qui est basé sur des cahiers des charges qui parfois sont très très vagues en termes d'interface. Donc les développeurs se débrouillent comme ils peuvent, les pauvres, mais sans guidage précis, ils font forcément des bêtises. Une étude qui est très connue dans le domaine et que, pareil, je vous laisserai consulter en détail par la suite. Il suffit de taper le bouton à 300 millions de dollars sur Internet, vous trouverez l'étude détaillée. C'est une étude qui a changé le web. Les résultats de cette étude ont été largement pris en compte dans la plupart des sites web d'aujourd'hui. C'est une étude qui remonte il y a quelques années. À cette époque-là, la plupart des sites web vous obligeaient, vous poussez fortement, on va dire, à vous créer un compte lors d'une commande. Même si vous vouliez juste commander une ampoule, il fallait se créer un compte. Et les confrères en question, donc ça c'est une boîte américaine très connue, les confrères en question ont fait une étude justement sur combien d'argent leurs clients, qui étaient un des plus gros acteurs du e-commerce américain, combien d'argent leurs clients perdaient en agissant de la sorte. Donc, combien de chiffre d'affaires s'envolaient en obligeant les gens à se créer un compte. Donc ils ont fait quelque chose de très très simple, juste un petit test utilisateur avec 10 personnes. 5 personnes qui étaient déjà des clients de ce service, de ce site internet, et 5 personnes qui étaient des simples visiteurs qui venaient pas la première fois acheter une ampoule, ou un petit objet. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans ce test? Ils ont vu que les visiteurs, évidemment, n'avaient aucune envie de se créer un compte. Justement, l'argument était « mais je dois juste acheter une ampoule. Pourquoi je vais me faire spammer toute ma vie juste pour avoir acheté une ampoule ?» Logique. Ce qui est plus étonnant, c'est les réactions des clients, qui était plutôt du style « Oh, je ne me souviens pas de mon mail, je ne me souviens pas si je me suis enregistré avec tel mail ou tel autre mail, il faut faire mot de passe oublié, il faut aller chercher dans les mails pour initialiser le mot de passe. Bref, c'est long et fastidieux, donc beaucoup d'entre eux déclaraient ne pas avoir envie d'aboutir au process d'achat. Donc là, la question est, est-ce que vous préférez obliger les gens à se loguer pour savoir qu'est-ce qu'achetait M. Dupont le 15 mars, ou est-ce que vous préférez
préférez vendre. Si la question est faire du chiffre d'affaires, il vaut mieux ne pas obliger les gens à créer un compte, leur dire qu'ils peuvent tout à fait le faire s'ils le souhaitent, mettre en avant les avantages de créer un compte, par exemple mieux suivre la livraison, commander plus facilement les prochaines fois, mais sans aucune obligation. Donc le checkout pouvait se faire en mode invité, et c'est ce que font aujourd'hui la plupart des sites internet, justement, parce que le chiffre d'affaires qui s'envolait à cause de cette obligation, de ce bottleneck qui obligeait à passer par la création d'un compte, était absolument catastrophique en termes de retour sur investissement. Donc cette étude a eu un gros retentissement puisque les chiffres sont absolument énormes. Je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus basique, hein, ça c'est nos études à nous, donc on ne parle pas de 300 millions de dollars, mais ça reste quand même intéressant de regarder comme à petite échelle aussi on peut vite chiffrer le coût et la valeur ajoutée d'une étude. On a intervenu il y a quelques années sur un web app dans le domaine de la traduction, donc je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qui n'allait pas dans la web app en question, mais en tout cas on a fait une petite étude, on a interviewé quelques traducteurs un peu sur la planète, à droite et à gauche, et on a fait un audit. Un audit, c'est une intervention qui coûte vraiment pas cher. On a des grilles d'analyse expertes qui permettent de mettre en exergue les problèmes d'une interface. Donc le coût de l'étude globale, donc un petit entretien téléphonique et audit, c'est autour de 9 000 euros. Donc on pourrait dire c'est abordable, oui, mais quand on est une start-up, quand même 9 000 euros, c'est pas rien, c'est quand même une dépense, surtout qu'il faut compter le coût des modifications du code qui en découle, qu'on a estimé à plusieurs mois hommes de travail, donc on est quand même sur une dépense globale de presque 20 000 euros, ce qui n'est pas neutre. Par contre, quand on regarde le travail de ces opérateurs, hein, de ces traducteurs, là on est dans du métier, donc l'exemple précédent était plutôt web, donc on a des indicateurs autres, des indicateurs plutôt liés au chiffre d'affaires, là on a des indicateurs plutôt liés aux performances du personnel. Donc on a des traducteurs qui font une trentaine de requêtes par jour via l'application. En moyenne, bon, il y a des requêtes très rapides, d'autres beaucoup plus longues, mais en moyenne, ils passaient 5 minutes par requête sur l'application elle-même, à tripoter les boutons, à chercher les contenus, à accéder à des choses. Et en moyenne, les modifications apportées ont permis de gagner à peu près 1 minute par requête. On pourrait se dire 20 000 euros la minute, c'est un petit peu cher. Certes, par contre, quand on multiplie la minute en question fois 20 personnes, et encore, c'est une start-up, hein, s'il y avait eu 200 opérateurs, tout aurait été proportionnel, fois 30, fois 220 jours ouvrés, on se retrouve avec plus de 2200 heures de travail, qui représente presque 50 000 euros en coût charge patronale complet. Donc ça veut dire que même sur l'année N de la dépense en question, on a un gain net. Dans certains projets, le gain peut arriver sur N+1, N+2, voire N+3, selon la taille du projet, l'ambition du projet et la dépense engendrée. Ça n'empêche qu'il y a toujours moyen de faire ce genre de calcul. Et je vais terminer en vous parlant aussi du ROI des différentes techniques. Alors là aussi, on ne pourra pas toutes les voir une par une, mais il y a pas mal d'approches, pas mal de méthodologies dans notre métier. Le retour sur investissement d'un audit n'est pas le même qu'un retour sur investissement, par exemple, d'un test utilisateur. Je vais m'appuyer à nouveau sur l'étude que j'ai citée tout à l'heure, qui doit être sûrement encore en ligne, mais autrement je pourrais vous passer l'infographie en question par mail si vous le souhaitez. Dans une partie de cette infographie, il détaille les chiffres par rapport à certaines des techniques qu'on utilise, par exemple les personas. Donc les personas sont des archétypes d'utilisateurs clés. Faire des personas nous permet de mieux comprendre à qui on a affaire, de mieux cibler leurs besoins, de mieux cibler ce qu'on appelle les pain points, donc leurs points de douleur, les choses qui ne leur conviennent pas, les problèmes qu'on doit résoudre dans notre produit. Et le fait de faire ça, ça permet justement de construire un produit plus adapté, qui permet un retour sur investissement 4 fois supérieur à la dépense initiale, en tout cas d'après cette étude. Un autre exemple, c'est par rapport au maquettage. Donc, faire des maquettes, pareil, ça prend du temps, c'est des efforts. Il y a plusieurs étapes à suivre. On commence par du maquettage bas niveau, du maquettage moyen niveau, du maquettage haut niveau. Ça coûte du temps et du coup de l'argent. Pourquoi faire tout ça? Pour éviter de perdre du temps par la suite, une fois de plus. Faire des maquettes très tôt dans le process permet de mieux savoir ce qu'on va développer et du coup de faire un sizing du dev technique beaucoup plus précis, parce qu'on saura exactement le nombre d'écrans, le nombre de fonctions,
comment l'application va se comporter. Donc, ça permet de mieux estimer la charge de travail à venir, ça permet de réduire le travail de dev et ça permet d'éviter le rework, comme je disais tout à l'heure, dû au changement parce que le client ne comprend pas tel bouton, parce que dans un meeting, on nous a dit que ça ne s'appelait pas, etc., etc. Donc, ce travail-là se retrouve allégé et réduit par l'étape de maquettage qui du coup du ressort des UX designers. Et une dernière technique, sur de plus je passe vite, c'est le test utilisateur. Le test utilisateur, surtout avant le lancement, permet de corriger tout un tas de problèmes qui se produiraient dans la vraie vie. Là, vous voyez à gauche des extraits de données par rapport à l'efficacité, donc sur des applications. On peut savoir si l'application fonctionne bien quand on est plutôt des jeunes, des moins jeunes, sur mobile, sur PC, etc. Donc, ça nous donne des inputs, enfin, des informations très utiles pour savoir si on cible bien le marché qu'on doit cibler, si on est vraiment facile d'accès et compréhensible. Et de l'autre côté, vous avez une image eye tracking. Alors, on fera peut-être un webinaire prochainement sur l'eye tracking. Là, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais on attend vos demandes et vos requêtes à ce sujet. L'eye tracking permet vraiment de savoir comment se déplace le regard d'un utilisateur, qu'est-ce qu'il voit en premier, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, qu'est-ce qui compte pour lui, quels sont les éléments qui attirent son attention, quels sont les contenus finalement qui sont importants pour lui sur un site web. Donc on a plein de use cases qui peuvent vous démontrer l'intérêt d'en faire pour pouvoir justement adapter une interface et éviter de perdre les utilisateurs à partir de la page d'accueil qui est quand même très très intéressante et très importante. Donc là, vous avez une overview de pas mal de KPI, vous en avez cité plusieurs, qui peuvent être le chiffre d'affaires, qui peuvent être les performances des opérateurs, plutôt dans le milieu B2B. Il y en a plein dont on pourrait parler. Ça sera à vous de choisir ceux qui font le plus sens dans vos différents projets par rapport aux enjeux de vos projets. Donc, il faut idéalement, dans chaque projet, identifier les KPI, donc les indicateurs de performance, les Key Performance Indicators, les plus adaptés à vos problématiques et au moins simuler en début de projet comment ces KPI vont évoluer grâce à une démarche UX, comme dans les exemples que je vous ai montrés. Si ce qui compte, par exemple, c'est la facilité d'apprentissage, ben aujourd'hui, votre produit demande, je ne sais pas, 3 jours de training pour être appris. Combien ça coûte ces 3 jours de training? À combien on vend ces 3 jours de training? Qu'est-ce qui se passe si on arrive à réduire ce training? Qu'est-ce qui se passe si on arrive à réduire le SAV, le outline? Ça, c'est un indicateur sur lequel on intervient souvent. L'outline, il faut la maintenir. On ne peut pas la facturer souvent aux clients. Donc, c'est un coût important pour une société d'avoir un outline. Et quand on regarde les tickets de l'outline, souvent, on se rend compte qu'une partie des appels portent sur des problématiques d'ergonomie. Or, si on élimine ces problèmes d'interface, on va éviter ce genre d'appel. Donc, on pourra réduire le personnel de l'outline. Et ainsi de suite, on peut, pour chaque indicateur, trouver des exemples chiffrables sur la base de vos stats actuelles ou sur la base de projections qui sont relativement faciles à faire. Pour conclure, là aussi, on pourrait faire un séminaire là-dessus. Il y a un lien très clair entre la mise en place des KPI et la mesure du ROI et la maturité de vos entreprises respectives. Il y a plein de modèles qui existent de maturité. Là, j'en ai mis 2, mais il y a énormément de modèles de maturité qui existent sur le marché. Et évidemment, si on est à des stades très faibles de maturité, on prendra en compte soit aucun indicateur, et là, du coup, il y a tout à faire. Il y a un vrai travail de sensibilisation des interlocuteurs à qu'est-ce que ça veut dire la démarche UX et qu'est-ce que ça peut apporter. Si on a des niveaux de maturité bien plus importants, des indicateurs seront déjà en place. Il y aura déjà du suivi, il y aura déjà des chiffres, donc on ne pourra que challenger les chiffres qui sont là pour faire encore mieux, toujours possible de mieux faire. Et voilà, donc je vous invite à regarder aussi ces modèles de maturité ou à nous signaler si vous souhaitez un séminaire sur les indicateurs, enfin sur les modèles de maturité, parce que c'est en fonction de ça qu'il faudra soit tout inventer, soit se baser sur quelque chose qui est déjà en place pour évaluer la maturité des entreprises. Donc, je vais conclure avec un tout petit exemple pratique pour vous donner un aperçu de l'avant-après, en essayant de vous montrer un petit peu la démarche. Donc là, on est sur un produit métier avec une techno relativement récente, mais un produit métier qui pose pas mal de problématiques d'interface. Donc, comme tout produit métier, l'enjeu, c'est produire, l'enjeu, c'est travailler.
Et le cas échéant, l'enjeu, c'est remplir tous ces champs, parce qu'on est dans la gestion des biens immobiliers. Donc l'objectif, c'est de bien renseigner la base de données pour bien savoir qu'est-ce qu'on a à vendre, à qui on a vendu, les stats de nos ventes, etc., etc. Sauf que l'interface de ce type donne moyennement envie d'être remplie. Il y a beaucoup de menus. Il y a un menu en haut, des onglets qui s'ouvrent, un autre menu ici, des petits raccourcis là, des boutons en bas, des onglets ici, des onglets ici, des onglets ici. Bref, disons que quand on est un agent immobilier, on se dit, mais moi, mon travail, c'est de vendre des biens, pas de remplir ce genre de choses qui ne donnent pas spécialement envie. Donc forcément, une mauvaise interface et une mauvaise UX engendre un mauvais usage et du coup, les conséquences, les répercussions sur la base de données et sur le business de l'agence immobilière sont évidentes. Donc là, la démarche était assez simple. Là, vous voyez des personas, par exemple, qui ont été faits en atelier collaboratif. On pourrait parler aussi de design thinking et d'approche collaborative. Donc les personas, on ne va pas se les inventer tout seul dans notre coin. On les travaille sur la base de données terrain qu'on recueille et on les valide, on les finalise, on va dire, avec les parties prenantes du projet qui sont les mieux placées pour nous parler de leurs propres utilisateurs ou de leurs propres clients. À partir de là, on a fait du maquettage. Là, vous voyez aussi des étapes très précoces de maquettage, pareil, qui a été fait de façon collaborative, donc en papier-crayon dans un premier temps. Là, on les faisait brainstormer sur la page d'accueil du produit. Je vous passe toutes les étapes intermédiaires, mais on aboutit à ce genre de résultat qui est pratiquement iso-fonctionnel avec l'interface de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes contenus, les mêmes champs. Il y a juste une mise en forme qui est davantage tournée vers les besoins des utilisateurs. Ne serait-ce que la séquence de ces onglets a été construite pour répondre à l'expérience de l'agent immobilier. J'ai une vue d'ensemble d'un produit quand je l'enregistre, et au fur et à mesure que j'avance, si j'obtiens un mandat, par exemple, ce qui n'est pas forcément évident, je renseignerai le mandat. Donc les infos du mandat, je ne les mets pas au début, je les mets plus loin. La diffusion de l'annonce, je la mets plus loin. Les infos sur la vente et l'historique des visites, je la mets encore plus loin. Et les statistiques finales sur combien de visites il m'a fallu pour vendre ce bien, évidemment, ça arrive à la fin du parcours de l'utilisateur. Donc tout est séquencé, tout est positionné d'une façon qui suit la logique métier de l'utilisateur et qui allège l'interface sans qu'on supprime aucun contenu. Donc tout est bien là. On a même rajouté une petite carte. Pareil, dans les brainstorms, on s'est rendu compte que quand on est au téléphone avec un potentiel client qui nous pose des questions sur un bien immobilier, ça peut être intéressant de pouvoir le rassurer en disant oui, vous inquiétez pas, à l'école, il y a 5 minutes à pied, ou oui, il y a bien une boulangerie au coin de la rue. Chose qu'on ne pouvait pas avoir dans le système d'origine, puisqu'il n'y avait pas de carte, donc il fallait connaître par cœur les emplacements et les rues de la ville. Ce n'est pas forcément évident dans tous les cas. Bref, voilà, des exemples comme ça, on pourrait en sortir des centaines. Je m'arrête là. J'attends vos questions dans l'onglet questions et réponses si vous en avez. Je ne pourrai pas répondre à tout, comme je disais tout à l'heure. En plus, on a déjà un petit peu dépassé le temps. Mais si vous avez quelques questions rapides, je vous réponds avec plaisir. Donc déjà, il y a des gens qui ont écrit dans la conversation, oui, webinaire eye tracking, pourquoi pas, on verra. Si ça vous intéresse, on est partant. Si justement vous avez des sujets à nous suggérer, des choses que vous voudrez approfondir, n'hésitez pas à écrire à l'adresse que vous voyez indiquer et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez vu des annonces qu'on a faites sur LinkedIn, Twitter, Facebook. Il y a d'autres webinaires à venir, donc n'hésitez pas à nous suivre pour savoir de quoi on va parler et justement pour pouvoir vous soumettre vos propositions de contenu. Bon, enfin, on en a planifié 5, mais il se peut qu'on en réalise d'autres par la suite en fonction de vos retours. Alors, une question de Jérôme. Quel est le nombre minimum de sujets pour un test utilisateur? Je vais la prendre en direct. Alors, il y a des études là aussi. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si le but, c'est juste de mettre en exergue les problèmes principaux d'ergonomie d'une interface, les études montrent que entre 5 et 8 participants d'une population homogène sont suffisants. Si j'ai une population très variée avec des seniors, des jeunes, des actifs, des retraités, des hommes, des femmes, etc., avec des grandes différences, il faudra multiplier en fonction le panel. Mais si on est sur une population relativement homogène,
entre 5 et 8 participants suffisent largement pour avoir une idée des principaux problèmes, de 80% des problèmes de l'interface. Donc le coût est absolument pas énorme. Vous l'avez vu sur l'exemple du bouton à 300 millions de dollars. On était sur un panel de 10 participants, la différence étant 5 clients et 5 visiteurs pour la première fois. Je prends la question de Benoît. J'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez utiliser cet exemple? Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Il suffit de nous citer comme les auteurs de l'étude en question. Si on fait ces webinaires, c'est justement pour partager des choses utiles avec tout le monde. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est une question facile pour répondre. Marine qui demande, est-ce que pour travailler dans une société comme la vôtre, il faut être absolument ergonome et psychologue? Disons que l'ergonomie, c'est un métier. Donc, ergonome ou psychologue, déjà, c'est pas du tout pareil. Dans notre société, il y a des psychologues, bien évidemment. Moi, j'en fais partie. Mais il y a des gens qui ne viennent pas de psycho, il y a des gens qui viennent de sociaux, il y a des gens qui viennent d'infocom, il y a des gens qui viennent même du monde de l'informatique à la base. On a un peu de tout, de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Mais c'est toutes des personnes qui ont une vraie formation en ergonomie. Donc l'ergonomie est une discipline appliquée, donc qui nécessite un savoir-faire spécifique, des connaissances spécifiques et du coup une formation spécifique. C'est pas parce qu'on est psychologue qu'on est ergonome, notamment dans le digital. C'est un métier à part entière. Donc chez nous, c'est plutôt nécessaire d'avoir un background, la plupart du temps en sciences humaines et sociales, on va dire. Ça nous paraît le plus proche de nos problématiques. Mais bon, on est peut-être un cas particulier. On aime bien avoir une équipe pluridisciplinaire, avoir des gens qui viennent de plusieurs horizons différents, parce que c'est important d'avoir différents angles de vue sur un même projet. Aborder, par exemple, une étape de maquettage, de conception avec des points de vue différents. Mais disons que voilà, il faut une sensibilité vers l'humain, en tout cas, et une méthodologie spécifique qui s'acquiert soit avec des diplômes universitaires, parce que l'ergonomie est un diplôme Bac+5 qui existe dans plusieurs universités, y compris l'université de Nice, dans laquelle moi et pas mal de collègues on enseigne. Et puis il y a des formations privées, bien évidemment, l'UDETIC est organisme de formation, donc on forme aussi les gens à cette discipline. Donc être psychologue est une bonne base, ça ne veut pas forcément dire qu'on est capable d'être ergonome. C'est des compétences spécifiques à acquérir. L'enregistrement. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si l'enregistrement sera disponible. Oui, j'ai oublié de le dire. Merci de poser la question. L'enregistrement est en cours et du coup, on diffusera donc les slides et le contenu de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et on devrait publier un billet de blog dès demain, a priori, pour vous donner le lien si vous voulez revoir, la présentation ou la partager. Pas de problème. Je prends une dernière question de Kaena. J'espère ne pas écorcher votre nom, désolé. Y a-t-il des KPI qui reviennent plus souvent que d'autres? J'ai envie de dire que les deux gros paramètres dans le B2C, donc dans les produits grand public, c'est tout ce qui est vente, donc tout ce qui a un attrait au chiffre d'affaires. Dès qu'on peut générer du chiffre d'affaires, on est content pour nos clients. Donc ça, c'est vraiment la première chose à aller voir dans tout service qui, à un moment donné, a un modèle économique payant ou partiellement payant. Et dans le B2B, tout ce qui tourne autour des performances des utilisateurs. Il y a tellement d'interfaces qui causent de l'erreur humaine, des erreurs qu'on peut éviter, des pertes de temps. C'est tellement facile d'optimiser les performances d'un opérateur, parce que souvent les interfaces ne prennent absolument pas en compte sa logique métier, son cheminement cognitif. Là aussi, on pourrait faire des webinaires sur les cheminements cognitifs, que le gain est souvent assez faramineux, parce que le temps qu'un opérateur perd, ça se chiffre en salaire. Et surtout, si le travail qu'il produit a du sens, parce qu'il est vendable, on va produire plus, donc on va une fois de plus revenir après à du chiffre d'affaires indirect. Donc je dirais que voilà, tout ce qui a trait à la vente et tout ce qui a trait aux performances, c'est les deux grandes familles d'indicateurs les plus courantes. Un indicateur que j'aime beaucoup sur les produits B2B, c'est l'optimisation du cahier des charges. Un peu plus technique, mais je m'ai touché un petit peu tout à l'heure. Un produit qui est mal fait, un produit qui n'est pas conçu avec une logique centre utilisateur, c'est un produit qui avance par essai-erreur. Donc les développeurs font ce qu'ils peuvent, ils essayent de bâtir une interface comme ils le peuvent, mais elle n'est probablement pas optimisée.
Mais du coup, il y a beaucoup d'allers-retours entre les MOA et les MOE, donc entre les commanditaires, enfin, les donneurs d'ordre et les informaticiens. Et ces allers-retours prennent un temps fou et du coup coûtent très, très, très cher. Or, ces allers-retours, quand on les quantifie, justement, on se rend compte à quel point ils sont disproportionnés. Et ces allers-retours, on peut les éliminer, enfin, les réduire, voilà, les réduire de façon assez importante. Je ne pourrais pas vous dire le nom du client, mais je me souviens d'un gros projet dans le domaine de la défense. Moi, j'intervenais sur la version du produit pour un marché, et il y avait une version très similaire du même produit pour un autre marché, à l'étranger, on va dire. Du coup, dans la partie sur laquelle nous étions, donc, il y a eu une dépense pour faire de l'ergonomie, donc il y a un investissement dans ce sens. On a eu 2 change requests. On a eu, je pense, 3 meetings en tout avec le commanditaire en question, l'État en question, et 2 change requests à la fin. 2. Donc, une qui était, est-ce que vous ne pourrez pas faire l'écran un peu plus sombre? Ça ne coûte rien à faire. De l'autre côté, ils ont eu genre 178 change requests, dont certaines qui étaient assez impactantes. Donc, entre le nombre de meetings et les nombres de modifs qui peuvent être demandés à la dernière minute, surtout quand au final on se rend compte que oui, elles sont logiques, ces change requests. C'est vrai que le boulot n'est pas super bien fait, donc il faudrait le faire, mais qu'on n'a pas prévu de le faire et qu'on arrive à un bout de notre budget en tant que société d'informatique, c'est assez problématique. Donc il y a forcément des conflits, il y a forcément des négociations d'avenant au contrat, des frictions, bref, c'est pas forcément optimal. Donc, c'est des choses sur lesquelles les ergonomes peuvent tout à fait apporter une valeur ajoutée, simplifier le dialogue entre les MOA et les MOE, c'est quelque chose qui vaut cher en termes de tranquillité, de sérénité au sein du projet. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. On a déjà dépassé de plusieurs minutes. Je vous remercie infiniment de votre présence. Ah si, il y avait encore d'autres questions, pardon. Mais je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je regarde juste rapidement. Ouais, je pense que pour l'instant, on s'arrêtera là. N'hésitez pas, justement, vous avez l'adresse générique de Ludopic, vous pouvez nous écrire si vous voulez que je vous réponde un aparté. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure. On parlera de design émotionnel. À très bientôt et très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.